Nous avons revu 13 principes supplémentaires du CTMU avec l'ARC, le principe de réalité, l'Analytic Reality Closure. Nous avons vu les 3 M, MAP, M égale R, MU. Nous avons vu les principes de dualité pour introduire la dualité conspansive, qui est la manière qu'a l'univers d'évoluer, avec également donc, le principe de superposition étendue, qui fait des connexions inédites entre les ingrédients du système, tous ces ingrédients qui forment cette supertautologie, la forme que prend une théorie pour refléter une vérité sur l'ensemble de la réalité. Et ici, on a encore 4 principes supplémentaires du CTMU avant vraiment l'introduction de son langage particulier, SCSPL, Self-Configuring Self-Processing Language. Donc il y a encore 4 principes. Aujourd'hui, je vais en pouvoir couvrir 2, je pense, avec réduction, extension et le principe du monisme infocognitif. Donc allons-y. Les plus grandes avancées théoriques ont généralement été associées à 2 processus complémentaires, la réduction et l'extension. Les composants conceptuels d'une théorie sont réduits à des composants plus fondamentaux, et la théorie est étendue par l'émergence de relations nouvelles et plus générales entre eux. Le CTMU réduit la réalité à une information auto-transductive et finalement à la télèse, en utilisant la structure syntactique réflexive fermée de la première comme gabarit pour la théorie de la réalité. Lorsqu'on parle de réduction sur la théorie de la réalité, on se pose la question de quelles sont les composantes fondamentales qui constituent la réalité. Et donc, lorsqu'on réduit une théorie, c'est une avancée parce qu'on peut mettre en évidence une similarité entre différents composants de la réalité. Ensuite, on étend cette théorie en mettant en évidence les différentes relations qui émergent entre les composants que nous avons identifiés. On peut mentionner par exemple le vivant sur la Terre. Lorsqu'on réduit le vivant à la composante génétique qui vient du coup de la transcription de l'ADN de différentes espèces, eh bien il y a de nouvelles relations qui émergent entre les espèces avec des branches dans l'arbre de la vie. Les réductions à des composants plus fondamentaux permettent ensuite de reclassifier, de recréer des liens, des relations entre l'ensemble de ce qui constitue une théorie. Donc ici, on se réfléchit à ce qui constitue la théorie de la réalité. Et donc, le CTMU, la composante de base de la théorie de la réalité, c'est pas l'ADN qui aurait besoin du coup de protéines, de ribosomes, etc. pour créer quelque chose, donc qui ne serait pas premier. Mais donc le CTMU réduit la réalité à cette information auto-transductive, donc qui se donne les capacités d'une clôture réflexive, c'est-à-dire qu'elle peut agir sur elle-même et lire elle-même, donc capacité de lecture et d'écriture, donc une information auto-transductive, et finalement à la télèse, cette composante primaire qui lie à la fois la syntaxe et l'information qui est structurée par cette syntaxe. La syntaxe est l'état, et donc cette télèse devient encore plus fondamentale que cette information auto-transductive, puisque elle est ce composant irréductible qui, par autodualité, se décompose en processeur acceptant ou transductif et en information qui est lue par ce processeur acceptant ou qui est transformée par ce processeur transductif. Donc la télèse devient cette composante plus fondamentale, la composante source de la réalité qui s'autodualise en information auto-transductive, une structure syntactique réflexive fermée, donc sans gap puisque c'est une information qui va pouvoir s'exécuter elle-même, se lire elle-même, une réduction idéale pour une théorie de la réalité qui doit pouvoir s'expliquer elle-même. En science, tout exige une explication, même les explications. Non seulement les observations exigent des théories explicatives, mais les théories exigent également leur explication. Malheureusement, on oublie parfois que jusqu'à ce que quelque chose ait été expliqué de manière explicable, cela n'a pas du tout été correctement expliqué. Si une théorie ne s'explique pas elle-même, elle doit être réduite à une théorie plus fondamentale qui l'explique. Sinon, elle repose simplement sur des hypothèses. Pour avoir une théorie de la réalité qui est scientifique, eh bien, il faut qu'on réduise cette théorie de la réalité jusqu'à un niveau dans lequel les composantes de cette réalité elles-mêmes puissent recevoir des explications. Il faut qu'il y ait un chemin explicatif à l'intérieur de cette théorie de la réalité, à l'intérieur de cette réduction, qui permettent d'expliquer les différentes composantes, les différentes relations qu'on étend à partir de ces composantes. On ne peut pas simplement s'appuyer sur des suppositions. Ce serait plus du domaine scientifique puisque la science exige des explications. C'est l'application de la raison. Donc on donne des raisons convaincantes, même pour les explications qu'on donne. C'est-à-dire il faut détailler le chemin explicatif qui a lieu à l'intérieur de cette théorie de la réalité.
pour qu'on ait une vision globalement scientifique de la réalité. Si on n'a pas ça, si on a juste des théories très fortes explicatives, mais dans lesquelles on n'a aucune idée d'où viennent cette application, de ces équations à la réalité, si on n'explique pas tout ça, on reste dans le domaine des suppositions, on reste dans un domaine qui n'est pas satisfaisant rationnellement. La raison continue de questionner comment ça se fait que ces équations peuvent s'appliquer à votre univers. Le CTMU veut une théorie de la réalité dans laquelle la réduction est suffisamment profonde, suffisamment réfléchie pour permettre de donner des explications aux composantes explicatives qui sont exhibées dans les explications scientifiques. Par exemple, considérez une explication selon laquelle les oiseaux peuvent voler parce qu'ils ont des ailes. Sans explication de la résistance atmosphérique, cette explication est incomplète. Elle ne contient aucune explication sur la raison ou la manière dont les ailes permettent le vol, se basant simplement sur l'hypothèse qu'elles le font. Par conséquent, bien que ça soit vrai jusque-là, cela laisse de côté les connaissances porteuses indispensables et ne peut tenir seule. En résumé, toute théorie T indicée I+1 qui ne s'explique pas elle-même doit être réductible à une théorie plus fondamentale TI qui l'explique et la soutient, de sorte que TI implique TI+1 et cette régression explicative ne peut se terminer que par une théorie auto-explicative T0. Il y a plein d'assertions vraies, de théories vraies, mais qui ne suffisent pas elles-mêmes pour expliquer l'ensemble des composantes qui soutiennent cette théorie. Pour la théorie de la réalité, on doit aller jusqu'à cette théorie T0 qui serait cette théorie auto-explicative qui ne découle pas d'une théorie plus fondamentale qui explique cette sous-théorie, mais qui est vraiment la théorie auto-explicative elle-même qui source l'ensemble des théories vraies qui émergent de cette théorie absolument auto-explicative qui arrive à supporter l'ensemble des explications qu'elle fournit. Ce fait est très souvent oublié en biologie évolutive, où par exemple les détails de la structure et de la dynamique moléculaire sont utilisés pour expliquer les phénomènes organiques. Bien que ces détails proviennent des théories les plus fondamentales de la chimie et de la physique quantique, ils ne constitueront jamais une explication satisfaisante de la vie tant qu'ils n'incorporeront pas seulement une explication de la physique et de la chimie, mais aussi la réalité en général. Cela est vrai car la réalité physique observable n'est pas un modèle complet pour la physique et n'est donc pas autonome, auto-incluse en ce qui concerne l'explication. En ce sens, toute interprétation exclusivement matérialiste de la théorie physique est prima facie absurde et parce que la physique est une théorie non auto-explicative, quel que soit le modèle choisi. Donc pour expliquer le phénomène organique à l'aide de la sélection naturelle, il est nécessaire d'expliquer la sélection naturelle, y compris la sélection naturelle des lois de la physique et de l'univers dans son ensemble. Donc voilà, quand on a une théorie TI+1 et qu'on la réduit à TI, si on a la théorie de la biologie évolutive avec l'ADN, avec la sélection naturelle, on la réduit aux composants de la chimie et de la physique quantique qui sont impliqués dans ces processus de définition de ces molécules qui ensuite subissent une sélection naturelle. Quand on réduit donc cette biologie évolutive à ces théories de la chimie et de la physique quantique, on fait une réduction, donc on va à un niveau plus profond d'explication, mais on n'est pas assez exigeant puisqu'on s'arrête à la réalité physique observable, qui n'est pas un modèle complet dans lequel la physique s'explique elle-même. C'est un modèle qui est absurde prima facie, donc sans aller plus loin, parce que la physique ne s'explique pas elle-même, donc elle ne peut pas donner ce fondement auto-explicatif, ce n'est pas la théorie T0 qui donne ensuite une légitimation de toutes les descriptions de la biologie évolutive qui est décrite au-dessus de cette réalité physique. La sélection naturelle n'explique pas l'arbre de la vie, n'explique pas le phénomène organique, le phénomène de l'intelligence biologique, etc. Parce que il faut aller plus loin, il faut expliquer non seulement la sélection naturelle à partir de cette physique, de ces processus observables, physique quantique, mais expliquer aussi les lois de la physique et de l'univers dans son ensemble, donc à un niveau plus profond dans lequel les lois elles-mêmes reçoivent une explication, niveau qui n'est pas donné dans les lois de la chimie. Et donc, voilà un problème. Quand on réalise une réduction qui n'est pas suffisamment exigeante, eh bien, on arrive à des modèles avec des explications partielles qui ne parviennent pas à décrire donc l'objet d'étude qui est ici la biologie évolutive. Autrement dit, pour comprendre la biologie évolutive, pour comprendre les espèces, pour comprendre le phénomène de la vie sur Terre, il faut avoir non seulement une compréhension des différents événements qui se passent au niveau microscopique avec les molécules, mais il faut avoir un modèle complet de comment ces phénomènes s'intègrent dans la théorie de la réalité en général. Donc il faut avoir une théorie même du cosmos, des lois qui s'appliquent, de comment ça se fait que ces lois physiques sont maintenues dans la réalité physique observable. Le piège possible de réduction, c'est le piège de ne pas aller suffisamment profond, comme se propose de le faire le CTMU de Christopher Langan. La réduction théorique implique un dénouement régressif des contraintes informationnelles progressives afin de parvenir à des explications de plus en plus élémentaires.
les signatures théoriques fermées sont déchirées et réduites à des concepts plus fondamentaux qui peuvent être reformés en signatures plus fondamentales et plus expressives. Cependant, la partie informationnelle de la régression se termine là où une réduction supplémentaire compromettrait l'intelligibilité. Il ne peut plus y avoir de régression réductrice à travers des couches théoriques de plus en plus fondamentales une fois que les exigences de régression, de réduction, de théorisation et de stratification ont elles-mêmes été perdues. Au-delà de ce point, l'infocognition cède la place au potentiel informationnel et cognitif, ou TELES. La réduction théorique consiste à se passer de ces contraintes informationnelles qui complexifient un système, à régresser vers quelque chose de plus élémentaire en dénouant ces contraintes informationnelles. Donc par exemple dans le domaine de la vie, dans lequel vous avez un système avec d'un côté les félins et de l'autre côté les hominidés, ces contraintes informationnelles sont dénouées, sont déchirées, et donc votre théorie dans laquelle il y avait deux signatures, qui était la signature pour les félins et la signature pour les hominidés qui formaient quelque chose d'absolument fondamental, eh bien vous déchirez cette signature théorique et vous dites en fait je réduis ces concepts à deux expressions de la vie qui ont eux-mêmes donc des processus de sélection naturelle, des processus d'expression de leur matériel génétique. Vous réduisez cette vie qui avait deux signatures théoriques fermées, les félins et les hominidés, à quelque chose de plus fondamental qui est l'ensemble de la vie qui s'expriment dans des conditions donc similaires les unes par rapport aux autres. Deux signatures qui deviennent une signature qui est la signature de la vie qui s'exprime à l'intérieur de l'univers sur cette planète Terre. Ça, c'est le principe de la réduction. Mais quels sont les critères pour réaliser cette réduction? Quels sont les critères pour arrêter la réduction? Eh bien, pour Languéan, le critère, c'est l'intelligibilité. C'est-à-dire que on réduit tant qu'on arrive à recréer une structure dans laquelle les différents composants du système ont régressé suffisamment jusqu'au point commun, mais il y a une manière de stratifier, de théoriser sur le système qui reste intelligible pour cette théorie. Le CTMU continue cette régression et le point par lequel la réduction s'arrête, où on a atteint vraiment le niveau de régression des désignations de la signature théorique fondamentale, eh bien c'est l'infocognition. L'infocognition qui est ce potentiel cognitif appliqué à l'information, donc une information qui est structurée. Ces deux éléments couplés dépendent les uns des autres. Il n'y a d'information que pour une structure cognitive ou informationnelle qui arrive à lire cette information. Donc il y a cette cognition qui est couplée à l'information. La cognition qui reconnaît qui reconnaît une information, qui est structurée selon une syntaxe acceptante que la cognition peut reconnaître ou transductive que la cognition peut ensuite transformer. Eh bien, cette infocognition qui est le domaine fondamental théorique auquel le CTMU a besoin pour théoriser sur la réalité, pour avoir cette théorie complètement explicative, réflexive, donc syntaxe réflexive qui fournit ses propres explications. C'est ce point d'infocognition qui est la réduction, cette théorie T0, donc est composée d'infocognition. Par de l'infocognition, il y a une dernière régression qui est la télèse, qui est ce point qui explique cette dualité entre l'information et la cognition. Cette dualité émerge de quoi? La composante fondamentale, le terreau fondamental de la théorie de la réalité, c'est la télèse. Cette télèse qui s'auto-dualise en information, cognition, et donc cette télèse qui exprime un but, qui exprime une utilité généralisée du système qui va se servir de cette infocognition pour évoluer dans un état désirable pour le système, donc une télèse qui a des conséquences théoriques importantes et qui est ce niveau par-delà lequel les explications n'ont plus de sens, puisque l'explication commence à prendre sens lorsqu'il y a ce couplage d'information et de cognition qui est la réduction fondamentale du CTMU, qui permet la réduction et ensuite la théorisation sur cette réduction, théorisation sur tout l'ensemble des dualités qui existent, sur l'ensemble des stratifications d'objets, les différents niveaux qu'a la télèse d'interagir à l'intérieur d'elle-même, niveau stratifié avec des opérateurs globaux, avec des opérateurs locaux, qui ensuite se dualisent avec la dualité conspansive, projection de la syntaxe globale dans les états locaux, qui se co-inversent, qui redéfinissent une syntaxe globale avec cette dualité conspansive, cette oscillation entre conversion et inconversion, entre expansion interne et requantisation. Il y a tout un ensemble de théorisations qui se replace sur cette réduction, mais c'est ce processus de réduction qui est un processus fondamental en fait pour les explications, pour n'importe quelle explication qu'on se donne. Cette explication doit s'appuyer sur une théorie qui est plus fondamentalement explicative, doit arriver à ce niveau T0 dans lequel la théorie est auto-explicative elle-même. Donc cette auto-explication émerge par ce potentiel informationnel et cognitif qui est cette information auto-transductive, infocognition. Ces deux aspects émergent ensemble pour atteindre ensemble la définition d'un potentiel informationnel spécifique qui est cognitivé par la réalité de manière spécifique. Et donc il y a cette télèse qui est ce terreau plus fondamental dans lequel ces deux composantes émergent dualement, auto-dualisation de cette télèse en infocognition. Le processus de réduction des distinctions jusqu'au support syntactique homogène qui les supporte ou qui les prend en charge est appelé régression signidiphonique.
Ce processus implique l'unisection, en vertu de laquelle les règles de structure et de dynamique qui gouvernent respectivement un ensemble d'objets distincts sont réduites à une jonction syntactique dans un réseau infocognitif de supports syntactiques. L'unisection est une forme générale de réduction qui implique que toutes les propriétés réalisées dans un support sont des propriétés du support lui-même. Donc ici, on retrouve cette idée de différence dans la similarité qui s'exprime en fait avec ces opérations d'unisection. Donc là, on définit un médium qui devient maximalement expressif de l'ensemble des différences qui se produisent à l'intérieur de ce médium dans un ensemble d'objets distincts. Cette réduction, ce n'est pas perdre l'information, c'est gagner en expressivité, puisque le médium à laquelle on réduit un ensemble d'objets distincts est capable d'exprimer les différences de cet ensemble d'objets distincts. Et donc, on arrive à une simplicité, une unité, différence dans la similitude. Donc, on arrive à une similitude, un médium commun qui est maximalement expressif, donc qui a les syntaxes pour lesquelles exprimer l'ensemble des complexités du système qui se définit sur ce médium. Cette unisection, c'est l'opération de base de cette régression signifionique. L'unisection, c'est cette opération par laquelle vous pouvez prendre deux domaines de réalité distincts ou deux sous-systèmes distincts dans votre système de référence. Et quand vous faites l'unisection, vous exhibez un médium commun, une jointure syntactique de l'ensemble des capacités expressives de vos sous-systèmes. Le médium commun qui applique la similitude de la réalité plus fondamentale qui couvre l'ensemble de vos deux sous-systèmes doit avoir des capacités expressives plus puissantes, plus expressives que chacun de vos deux sous-systèmes spécifiques. Et donc, il y a cette jointure syntactique qui est le résultat de cette régression signifionique. C'est cette régression signifionique qui mène la théorisation de la réalité jusqu'à cette réduction à de l'infocognition et qui finalement, avec l'unisection de la cognition et du potentiel informationnel d'un côté, on arrive à cette thèlèse qui est le théorème fondamental ontique de la réalité. La réalité est une relation signifionique. La réalité n'est constituée que de la réalité par le principe de réalité. Donc la réalité est auto-contenue, elle est analytiquement close à l'intérieur d'elle-même, mais elle exhibe des différences à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est une relation signifionique de différence dans la similitude. C'est cette unisection qui est appliquée à l'intérieur de cette réalité qui mène vers le médium général de la réduction du CTMU qui est l'infocognition, cette information autotransductive qui permet à la théorie de théoriser sur elle-même, de se donner le moteur et le médium pour évoluer à l'intérieur d'elle-même, par elle-même, pour elle-même. C'est vraiment cette unisection qui permet cette régression signifionique jusqu'au composant général qui devient ce médium simple, ce médium de réalité, mais maximalement expressif, puisqu'il contient toutes les différences syntactiques de l'ensemble des différences qui s'expriment à l'intérieur du système. Là où les propriétés émergentes ne sont que des propriétés latentes du support d'émergence téléosyntactique, les mystères des phénomènes émergents sont réduits à deux. Comment les propriétés émergentes sont-elles anticipées dans la structure syntactique de leur support d'émergence ? Et pourquoi ne sont-elles pas exprimées, sauf dans des conditions spécifiques, impliquant par exemple le degré de complexité systémique ? Ici, Langan recadre les questions appropriées dans la théorie de la réalité. Pourquoi est-ce que la conscience émerge dans notre univers ? La question n'est pas de savoir pourquoi cet univers qui est physique, finalement, fait émerger ce mystérieux phénomène de la conscience, puisque quand on réduit la réalité, quand on fait l'unisection de la réalité, on arrive à ce médium qui est expressif de l'intégralité des différences qui sont observées dans le système. La conscience fait partie de l'expression possible du médium d'émergence. La question n'est pas de chercher à se recréer des contraintes artificielles, de dire il faut absolument expliquer cette partie de la réalité par cette autre partie-là qui paraît essentielle, la réalité physique. Non, il faut expliquer la réalité à partir du médium général de la réalité, qui est le médium dans lequel il y a à la fois la conscience et la réalité physique, et ensuite essayer de comprendre qu'est-ce qui anticipe les phénomènes de type conscience qu'on observe à notre niveau dans notre support d'émergence, qui est le support de la réalité en général, qui a pris la forme également de ce déroulement de phénomènes physiques. Mais c'est ainsi qu'il faut cadrer la question comme condition d'émergence, une anticipation d'une émergence dans un support qui a les capacités d'exprimer l'intégralité des systèmes que nous observons dans la réalité actuellement, dont le système de la conscience. Et donc, c'est une approche différente d'un Daniel Dennett dans Consciousness Explained, dans lequel il essaye d'expliquer que la conscience est une illusion, que certaines propriétés du système sont des illusions construites sur d'autres. Non, le système fondamental, c'est l'unité qui est maximalement expressive de l'intégralité des différents composants de la réalité. Et donc, on peut se poser la question du type pourquoi ces phénomènes sont anticipés dans le support d'émergence, qu'est-ce qui explique dans la structure du système lui-même que ces phénomènes
finalement émerge à l'intérieur de la réalité. Et également, pourquoi est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles cette conscience ou cette perception de la réalité telle que nous l'expérimentons, est-ce qu'il y a des conditions de degré de complexité? Donc il faut avoir un cerveau suffisamment avancé pour pouvoir exhiber de telles capacités d'automodélisation de la réalité. Ce sont les questions qui paraissent appropriées, mais la question n'est pas quel est ce mystère de ce phénomène. Le phénomène fait partie des capacités d'expression de la réalité, et donc c'est comment est-ce que ce phénomène s'intègre dans l'ensemble de la réalité, c'est la question qui est plus appropriée. Donc on se pose la question de la structure générale de la réalité, des conditions d'émergence de ce phénomène, mais pas d'une forme de mystère d'émergence qui vient d'une contrainte qui n'est pas légitime, qui est la contrainte de se dire on va réduire la réalité à un niveau qui n'est pas complètement explicatif, qui est la physique, qui ne s'explique pas lui-même. On va dire ensuite, tout le reste des phénomènes sont des mystères par rapport à cette théorie explicative fondamentale que je propose comme théorie générale de la réalité. Non, la théorie de la réalité doit arriver à cette théorie T0 qui est auto-explicative, dans laquelle on arrive à une discussion ontologique sur cette information autotransductive, dans laquelle il y a cette télèse qui est l'unisection de la cognition et de l'information, qui explique à la fois ces deux aspects. La conscience devient une expression particulière de cette expression de la télèse. Et donc, comme on avait différentes familles de la vie, ici on a différentes familles de syntaxes qui sont les syntaxes conscience et les syntaxes qui sont complètement déterminées par des lois physiques. Il s'agit non pas d'expliquer l'une par l'autre ou de dire que l'une est un mystère par rapport à l'autre, mais plus d'expliquer les relations entretenues entre ces deux types de phénomènes, qui sont deux phénomènes qui sont manifestement supportés par la théorie de la réalité dans son ensemble, par la régression signifionique qu'on fait, qu'on doit théoriser sur la réalité. Cet ému ouvre cette théorisation aux phénomènes de complexité syntactique d'émergence de type cognition, une réduction plus fondamentale qui apporte des extensions, qui pose des questions de nouvelles relations à établir entre différents aspects de la réalité. Une bonne illustration des deux phénomènes de réduction-extension. La réduction permet de poser un cadre de questions qui devient approprié pour discuter des phénomènes qui se produisent à l'intérieur de la réalité. Le principe de monisme infocognitif. Là où le langage est constitué d'informations et que l'information a une structure linguistique, le principe de la réductibilité linguistique implique que l'information est aussi fondamentale que le langage. Dans la mesure où nous ne pouvons pas comprendre la réalité si ce n'est en termes théoriques, linguistiques, informationnels, cela nous permet de faire de la réalité un langage autotraitant ou un ensemble univers théorie autodéfinissant, auto-explicatif, automodélisant, sans craindre de se tromper par une autre réduction théorique. Cependant, la réduction linguistique de la réalité est superficiellement macroscopique. Tout comme un langage parfaitement autonome doit être autotraitant, faute de quoi que ce soit à l'extérieur pour le traiter, les informations qui le constituent doivent également l'être. Cela conduit au concept d'autotraitement de l'information et finalement à une théorie microscopique, quantique de l'information. Le système qui permet à la réalité d'avoir cette régression signifionique jusqu'à cette information autotraitante, c'est cette réalité comprise comme un langage. Et donc, cette régression théorique de la réalité jusqu'à une réalité qui est linguistique, donc la réductibilité linguistique de la réalité, comprendre la réalité comme ce langage autocontenu, autotraitant, auto-explicatif, ça donne une impression qu'on définit ça comme une propriété macroscopique de cet objet. Le langage dans son ensemble va permettre des autotraitements, mais en fait, les informations qui constituent ce langage, les composantes même de ce langage, ne peuvent pas être non linguistiques ou ne peuvent pas être quelque chose qui ne puisse pas être autotraité. Chaque composante de ce langage va refléter la propriété macroscopique qui est que la réalité est comprise comme ce langage autotraitant. La théorie du CTMU redéfinit l'information en le couplant avec cette information qui s'auto-traite, donc avec cette information linguistique, non pas seulement l'univers son entier a cette composante linguistique, cette réductibilité linguistique de la réalité dans son ensemble à sa forme linguistique. Les composants eux-mêmes à l'intérieur de la réalité vont refléter cette propriété macroscopique. Ce que le regard rappelle aussi ici, c'est que puisque toute théorie sur la réalité n'est comprise qu'en termes théoriques, avec des linguistiques ou informationnels, eh bien, cette réduction de la réalité à ce super langage qui est capable de s'autodéfinir, de s'auto-expliquer, etc., est imperméable aux attaques, puisque toute attaque va contredire que la réalité est quelque chose d'autre, quelque chose qui serait exprimé en termes théoriques, donc linguistiques et informationnels. Il y a une épistémologie de la réalité, une forme même des théories qui fondent la justification de cette réductivité linguistique.
réductibilité linguistique qu'on a déjà traité plus en détail avec non seulement cet aspect épistémologique, cet aspect de la forme nécessaire d'une théorie, mais également l'aspect pourquoi la réalité en son ensemble correspond à un langage avec des individus, des relations, avec des grammaires qui s'appliquent pour faire évoluer la réalité au cours de son traitement comme si c'était de manière interne à un langage. Cette compréhension linguistique de la réalité dans son ensemble conduit à une rénovation du concept même microscopique de l'information. Avec cette information, ça peut être une information statique dans un système complet qui auto-traite l'information, mais ça va être une information qui elle-même exhibe la capacité processive du système. Supposons qu'il y ait une information qui soit isolément statique, elle va devoir être couplée à un processeur qui va pouvoir lire cette information pour permettre de l'intégrer dans cette réalité autotraitante. La réduction du CTMU donne à toute information cette capacité autotraitante, c'est-à-dire que le couplage entre information et cognition est fait à un niveau fondamental, à un niveau théorique, où toutes les composantes du système vont être couplées ainsi, puisque l'information a une structure linguistique, donc l'information est reconnue, donc l'information a déjà cette caractéristique de répondre à une syntaxe, et donc elle est déjà à minima acceptante, et ce processeur qui accepte cette information va également, suivant le processeur, exhiber des capacités de réaliser des traductions de cette information. Donc, il n'y a pas de coupure entre la compréhension générale de la réalité et la compréhension de chaque partie. Il est facile de montrer que l'information est autotraitante. La structure est attributive. Les parties de toute structure possèdent des attributs qui les positionnent ou les définissent autrement relativement aux autres parties. Pour être significative et donc informative, l'information doit être structurée. Par conséquent, l'information doit posséder des attributs. Les relations attributives, intrinsèques ou autres, doivent être conformes aux règles logiques gouvernant l'attribution, c'est-à-dire à une syntaxe logique attributive incorporant les calculs propositionnels et prédicats. Ainsi, les informations ne peuvent exister que conjointement avec la syntaxe logique attributive. Du fait qu'elle s'incorpore nécessairement une syntaxe attributive, elle dispose d'une capacité d'autotraitement native pour maintenir sa structure intrinsèque, ce qu'elle doit faire pour être qualifiée d'informationnelle. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. L'information elle-même, donc l'information microscopique, a une structure qui témoigne de la capacité d'autotraitement native à l'intérieur du système. Pour se supporter en tant qu'information, il faut qu'il y ait une syntaxe acceptante qui définisse cette information et qui permette plus loin la traduction. Parce que la cognition et la traduction d'informations génériques sont identiques jusqu'à l'isomorphisme, après tout la cognition n'est que la forme spécifique de traitement de l'information qui se produit dans un esprit, le traitement de l'information peut être décrit comme cognition généralisée, et la coïncidence du processeur et de l'information peut être appelée infocognition. La réalité consiste donc en une seule substance, l'infocognition, dont les deux aspects correspondent à la transduction et être transduit. Décrire la réalité comme une infocognition revient donc à un monisme à double aspect infocognitif. Lorsque l'infocognition est égale à la distribution généralisée de l'autoperception et de l'autocognition de la réalité, le monisme infocognitif implique une forme stratifiée de panpsychisme dans laquelle au moins 3 niveaux d'autocognition peuvent être distingués en ce qui concerne la portée, le pouvoir et la cohérence. Niveau global, niveau agentif et niveau subordonné. Donc une information qui s'auto-traite, c'est similaire fonctionnellement à la cognition qui traite de l'information, ou qui s'auto-traite également. Et donc, on parle de cognition généralisée. Quand on parle d'information qui a des capacités autotransductives, on parle d'infocognition. La notion de cognition qui pourrait être réservée à une cognition de type humaine, cognitivisation du monde, en fait, est généralisée ici, cognition généralisée. Et donc, ce concept d'infocognition qui mixe l'information et le processeur de l'information devient ce terme qui caractérise le monisme, la substance générale du CTMU, qui est donc cette information autotransductive, information qui réalise une transduction, donc la notion de processeur d'information, et l'information qui est transduite. Donc ces deux aspects d'être le vecteur de la transduction et d'être transduit caractérisent cette substance, ce monisme à deux aspects, mais une seule substance, une substance qui a ces deux propriétés de fournir l'information qui est cible de la transduction, ce qui est transduit, et de réaliser cette transduction, donc de paramétrer la perception de la réalité, la cognition de la réalité par elle-même. Ce terme d'infocognition qui traduit justement le monisme du CTMU, le monisme de la théorisation générale de la réalité par le CTMU. Et donc cette forme de monisme, c'est un monisme qui n'est pas plat, c'est un monisme qui est stratifié. Donc panpsychisme, c'est la notion que tout
tout réaliserait cette traduction d'informations, tout aurait cette espèce de propriété de la psyché d'acquérir de l'information, de transformer de l'information. Ce panpsychisme se stratifie en suivant les capacités de configuration, le pouvoir, la cohérence de l'information entre elles. Les systèmes complexes ont une grande cohérence, une identité globale d'information, une entité agentive avec un ensemble d'informations qui est unifié par un agent qui a une certaine capacité de modélisation, une portée syntactique, un ensemble de syntaxe qui s'exprime à l'intérieur de cette cognition agentive. On retrouve les classifications naïves qui est de dire il y a la conscience d'un côté puis il y a que les processus disons subordonnés en général. Ici on a une réduction théorique jusqu'à l'infocognition dans lequel ce qui est subordonné c'est une forme d'infocognition et donc de conscience plus minimale qui se stratifie avec des différents niveaux de conscience. Agentif, ça peut être des systèmes d'automatisation de type humain et vous avez le niveau global qui est le niveau de la réalité en général avec une infocognition générale de la réalité par elle-même à travers les différents niveaux, donc global, agentif, subordonné. On retrouve une classification de la cognition, on retrouve une place spécifique de la cognition agentive à l'intérieur de cette théorie de panpsychisme qui émerge de ce monisme d'aspect double, réduction théorique de la réalité à l'infocognition qui se stratifie en différents opérateurs syntactiques qui exhibent différents portées, pouvoirs, cohérence à l'intérieur de la cohérence globale de la réalité. Donc le global, c'est la cohérence la plus maximale de la réalité dans son ensemble. Ensuite, les sous-systèmes exhibent différentes portées pouvoirs à l'intérieur de cette configuration de la réalité, reconnaissance de la réalité par elle-même, optimisation de l'utilité de la réalité par ces sous-systèmes également. Donc tous ces différents aspects se stratifient en différents sous-systèmes dans la réalité qui tous exhibent une seule substance vers laquelle régressent tous ces sous-systèmes à l'intérieur de la réalité et même la réalité en général régresse vers ce monisme infocognitif à deux aspects, c'est-à-dire cette télèse qui se autodualise en information-cognition à travers un réseau de systèmes qui exhibent les mêmes propriétés d'être des sous-systèmes de type monisme à double aspect qui émergent d'une même substance qui permet de créer la relation entre chacun de ces systèmes et de créer aussi les différences et stratifications théoriques entre chacun de ces systèmes, toujours à partir de ce monisme à double aspect. Une seule substance qui est la réduction théorique vers laquelle régresse l'ensemble des composants du système, cette régression jusqu'à la télèse compris comme la source de cette auto-utilisation en information et cognition, qui devient ce monisme infocognitif. Télèse, c'est ce niveau de réduction logique après lequel il n'y a plus d'intelligibilité. Donc l'intelligibilité de la télèse, c'est de faire émerger ces doubles aspects dualisés entre eux, l'infocognition. Cette télèse qui est le nom de la substance source de l'infocognition, on la désigne par ce qu'elle produit, par ses fruits qui sont des infocognitions qui se stratifient de la réalité et qui permet l'évolution de la réalité à partir de différents composants d'un même système en s'appuyant sur cette substance qui devient le point de réduction théorique commun de tous ces sous-systèmes. Et ensuite, les différences, ça devient des théorisations qui sont expliquées à l'intérieur du système et qui sont des relations diphéoniques entre différentes classes d'opérateurs syntactiques qui émergent à l'intérieur de ce CTMU. Cognition généralisée qui donne un lien général entre chaque niveau, les niveaux subordonnés, le niveau des particules, le niveau global, le niveau de l'opérateur global de la réalité dans son ensemble, donc de l'opérateur descripteur global ou le directeur attention extension universelle, le dieu de ce système, également partage une propriété générale du système de relever d'une infocognition, qui est également ce qu'on traduit à notre niveau lorsqu'on traite de l'information avec la forme spécifique que prend le traitement de l'information par les agents tels que nous, qui est cette perception, cette transformation, cette création de nouveaux contenus, ce lien ontologique entre ces différents aspects de la réalité qui permet de travailler encore une fois sur qu'est-ce qui anticipe l'expression de ces syntaxes à l'intérieur du système et non pas de réduire l'un des aspects à un autre. Là où certaines théories refusent l'existence d'une configuration globale, affirment que le niveau agentif est une illusion et cherchent à tout définir à partir du subordonné, ici on voit que la réduction théorique en fait se distribue à ces différents niveaux et apporte des capacités de relation de participation causale à l'évolution de la réalité à un ensemble de différents niveaux global, agentif, subordonné, ensemble qui permet ensuite d'avoir des phénomènes auto-explicatifs, c'est-à-dire que la physique ne s'applique pas sur quelque chose de subordonné qui n'a pas d'explication, mais la physique peut être l'expression d'une configuration
configuration infocognitive au niveau global qui ensuite s'applique sur l'ensemble des sous-systèmes agentifs et subordonnés. Cette capacité de réduction théorique à l'infocognition qui permet d'avoir cet opérateur global donne des explications à des langages qui s'appliquent dans la réalité tels que les langages de la physique. Et donc, à ce niveau de théorisation de la théorie autoexplicative T0 dans lequel on peut s'attendre à une explication globale de la science. Pourquoi est-ce que ce phénomène se produit? Eh bien, on a une explication absolument auto-explicative dans lequel l'aspect global, la configuration globale de la réalité, l'explication des syntaxes globales qui s'appliquent à l'intérieur du système ont une source qui est la source globale qui permet de distribuer globalement des propriétés à l'intérieur du système. Et donc, on voit que cette théorie du CTMU, par cette substance de monisme à double aspect, permet de fournir des explications et permet de fournir une rationalisation et une raison plus solide sur l'émergence des phénomènes, l'émergence des lois distribuées qui s'appliquent à différents niveaux agentifs, permet d'expliquer comment plusieurs systèmes tels que les systèmes de type perceptif comme les humains peuvent interagir avec des systèmes subordonnés dans un ensemble qui est l'ensemble de la théorie de la réalité dans son ensemble, puisqu'ils exhibent tous des infocognitions qui perçoivent, qui transforment la réalité. Eh bien, ils ont chacun leur place spécifique qu'on doit décrire dans la théorie de la réalité, mais chacun a une place qui est bien comprise et bien expliquée par une théorie de la réalité qui soumet l'ensemble du système à une cohérence globale qui permet de donner une place à toute loi globale qu'on appliquerait au système. Donc c'est la puissance de cette réduction monisme à double aspect, de fournir ces possibilités de mise en relation et à la fois de stratification qui permettent également d'expliquer les hiérarchisations des causalités et l'existence d'explications globalement distribuées sur différents acteurs à l'intérieur de cette réalité. Finalement, le changement conceptuel qui passe du concept d'information au concept d'information auto-transductive nécessite des extensions à des théories qui utilisent intensément le concept d'information, notamment les théories de l'information, de la calculabilité et de la cybernétique. Le problème provient du fait que, comme il est compris dans ces domaines, l'information est un concept limité, fondé sur un modèle d'ingénierie dans lequel l'existence d'expéditeurs, de récepteurs, de messages, de canaux et de supports de transmission est déjà commodément fournie, complétée de toutes les lois structurelles et dynamiques nécessaires pour les faire fonctionner ensemble. De plus, la structure de données spécifiée dans ce domaine se rapporte à la structure réelle des informations, de la même manière que la logique propositionnelle se rapporte à la logique dans son ensemble, incluant le calcul des prédicats et la théorie des modèles. En d'autres termes, un seul niveau de structure et de fonctionnalité est considéré, et l'attribution est principalement limitée à une paire de prédicats centraux communs aux deux théories, vrai et faux, 1, 0. De même que la logique propositionnelle ne concerne que les relations fonctionnelles des variables propositionnelles et ignore leur contenu, la théorie de l'information ne s'intéresse qu'aux probabilités des symboles dans les chaînes de messages et ignore les détails de la structure syntactique et sémantique et du traitement. Lorsqu'on effectue une réduction théorique de la théorie de la réalité à un monisme à double aspect infocognitif, le concept d'information qu'on utilise est plus avancé que celui utilisé dans les théories d'ingénierie sur la théorie de l'information, calculabilité, cybernétique. Dans ces théories-là, les problèmes qu'on se pose, c'est les problèmes de transmission de l'information, où l'information est comprise comme un partage de valeurs de vrai ou faux, de 1 ou de 0, ou de probabilité de transmission de symboles dans des canaux qui permettent la transmission de l'information d'un système émetteur et d'un système qui reçoit cette information. Donc, tous les différents composants qu'on étudie avec leur capacité à traiter l'information, à propager l'information ou à calculer des nouveaux états à partir de cette information, réduisent l'information à un concept d'ingénierie qui est cette transmission du vrai ou faux, qui est un concept qui est large, qui reflète, comme la logique propositionnelle, qui reflète une propagation identifiée d'une information, mais tout ce qui est contenu, tout ce qui est structure qui supporte la transmission de l'information n'est pas intégré dans cette théorie de l'information. Donc, c'est une théorie qui est trop partielle, qui ne reflète pas l'information qu'on comprend quand on explique que la théorie de la réalité se réduit à un couplage entre information et cognition. La logique propositionnelle et la théorie de l'information ignorent toutes deux les niveaux entiers de structure afin de réduire l'univers à des 1 et des 0. En logique propositionnelle, les variables propositionnelles sont uniquement distinguées par le fait qu'elles soient vraies ou fausses, 1 ou 0, tandis que la théorie standard de l'information, ainsi que les théories de la calculabilité et de la cybernétique, traitent des données brutes exprimées ou codées dans les termes les plus élémentaires possibles, à savoir les chiffres binaires 1 et 0. Alors que le rôle de ces bits est de réduire des incertitudes concernant les éléments de contenu spécifiques, certains détails essentiels de la structure syntactique et sémantique et du traitement et des relations plus spécifiques entre les variables et les données sont commodément omises. Les points d'interrogation rouges indiquent que ni la logique propositionnelle, ni la théorie de l'information ne s'expliquent pleinement, ni leur modèle, ni leur support. En logique propositionnelle, on a des variables propositionnelles avec des foncteurs logiques qui expriment des relations logiques entre ces variables propositionnelles.
Et ensuite, on évalue avec une fonction de vérité si cette expression vaut 1 qui serait vrai ou vaudrait donc 0 qui serait faux. Lorsque on évalue ça, donc la logique propositionnelle en elle-même, ce schéma n'explique pas comment se modélisent les variables propositionnelles elles-mêmes, comment elle détermine si c'est un 1 à 0, comment elle détermine la frontière syntactique qui permet d'exprimer si cette variable identifiée V1, A ou B soit une valeur de vérité qui soit vraie ou faux. Ce n'est pas modélisé dans la logique propositionnelle. De la même manière, lorsqu'on a une théorie de l'information de type Shannon, on a une source d'information qui émet des 1 et des 0 qui représentent le message. Ensuite, on a donc un transmetteur qui passe par un canal dans lequel il y a du bruit, un receveur, et donc après, si on a des algorithmes de transmission qui sont puissants, on arrive à encaisser du bruit et à récupérer le message avec des erreurs réduites, avec des algorithmes qui vont reprocesser le signal pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le signal émis. Mais en fait, à chaque niveau, chaque entité, chaque composant de ce système doit également être modélisé, et c'est quelque chose que ne fait pas la théorie de l'information elle-même. La théorie de l'information elle-même suppose qu'il y a une source, suppose qu'il y a un transmetteur, et ensuite décrit les capacités d'algorithme, des manières d'encoder un message suivant le canal qui permet ensuite de bien transmettre de manière fidèle c'est le source d'information à la destination. Mais chaque aspect qui génère l'information, ou comment créer la source d'information, comment l'information, comment le message de base est généré, comment il est codé, etc. Tout ça est compris comme quelque chose en arrière-plan. Donc en fait, à la fois la logique proportionnelle et à la fois la théorie de l'information sont des modèles partiels qui supposent l'existence d'autres théories, d'autres systèmes qui permettent de réduire une situation, cette modélisation théorique d'une évaluation d'une proposition ou d'une transmission d'un message. Ces systèmes ne sont pas modélisés, donc ce ne sont pas les théories qui valent pour elles-mêmes. Si on parle d'information, ce n'est pas ça l'information. L'information, c'est ce qui contient également l'explication de toutes ces composantes qui participent à l'existence d'une information et d'un système qui émet et qui reçoit de l'information. Donc à la fois, la modélisation de systèmes n'est pas incluse dans les théories de la logique proportionnelle et les théories de l'information, mais également le support général de systèmes et même de ces modèles n'est pas modélisé également. Langan pointe le fait que des niveaux anti-structure sont ignorés pour comprendre l'information de ce type-là, donc il ne faut pas confondre l'information comme étant purement quelque chose qui viendrait de cette théorie de Shannon. C'est à partir de cette information-là vraiment granulaire que je vais comprendre ce que c'est que la réalité et le système. Non, la réalité, c'est ce système plus complet, ce système maximalement expressif qui fait l'unisection de l'intégrité des différences actuelles et possibles à l'intérieur de la réalité. Ce système maximalement expressif qui fait émerger de l'information à l'intérieur du système. Et donc, ces théories sont supportées par une théorie plus fondamentale qui est la théorie de l'infocognition en général. Cependant, la partie la plus intéressante de l'analogie est son extension logique. De même que la logique propositionnelle est naturellement étendue pour englober les niveaux d'attribution associés à la logique des prédicats et à la théorie des modèles, la théorie de l'information peut naturellement être étendue à des niveaux plus profonds d'attribution, en fait, les deux mêmes niveaux qu'on adjoint à la logique propositionnelle. Donc l'information reflète les deux valeurs de la logique proportionnelle 1 et 0 pour vrai et faux. Et donc la logique proportionnelle qui est une évaluation de vérité lorsqu'on a des foncteurs qui s'appliquent entre variables propositionnelles qui ont des valeurs de vérité données peut être étendue à des logiques des prédicats dans lesquels on va dire pour toute variable libre dans un domaine donné, alors ce prédicat est vrai. On peut également évaluer des vérités sur ces assertions de la logique du prédicat, même sur la théorie des modèles dans laquelle les valeurs de vérité découlent non pas simplement de foncteurs ou de logique prédicative, mais également de signature, de façon de modéliser un domaine de vérité. De la même manière, la théorie de l'information peut ne pas simplement refléter des variables propositionnelles, mais refléter une modélisation de la réalité à travers l'information, une modélisation de prédicats à travers l'information. Donc la théorie de l'information elle-même, l'information peut être considérée comme ce qui contient des assertions de type logique prédicat, ce qui contient des états qui reflètent des évaluations particulières à la théorie des modèles. Et donc, c'est une extension du domaine d'application de la théorie de l'information que propose Langan ici. Réfléchir à ce que l'information reflète en tant que structure. Elle ne reflète pas simplement des 1 et des 0, mais elle reflète un ensemble complexe d'une situation logique, d'une attribution de valeur qui vient d'une structure logique qui est plus complexe, qui peut aller jusqu'à l'automodélisation de la réalité à travers un couplage infocognitif dans lequel l'information reflète la cognition générale de la réalité. Donc la théorie la plus complexe qu'on peut comprendre sur ce que reflète l'information, eh bien l'information va également refléter ça. Donc l'information reflète une information qui est riche, qui peut refléter une information extraite de modèles, de théories des prédicats, donc qui n'est pas restreinte à juste l'expression de quelque chose qui viendrait de la logique propositionnelle avec des simples variables déjà extraites des 1 et des 0 et quelques manipulations de cette information-là. Non, l'information est quelque chose qui reflète un état particulier qui peut être extrait d'une théorie logique complexe qui supporte cette information.
Le réoutillage du concept d'information comprend 3 étapes. Premièrement, il doit être équipé de moyens de son propre traitement de transduction ou de transformation. Lorsque la transduction de l'information est reconnue cognitivement comme cognition généralisée, cela revient à la remplacer par un quantum de réflexivité à 2 aspects, l'infocognition qui incorpore la rétroaction télique. Deuxièmement, sa structure de Biot, un mélange simpliste et plutôt sans inspiration de logique propositionnelle à 2 valeurs et de théorie des probabilités, doit être étendue pour prendre en compte la logique dans son ensemble, y compris la logique des prédicats, la théorie des modèles et la théorie du langage, incluant largement les théories des langages mathématiques, des métalangages et des grammaires génératives. Après tout, l'information n'attribuant que des prédicats organisés sur le plan linguistique à des objets dans le contexte de modèles, sa signification implique les mathématiques des prédicats, des langages et des modèles. Et troisièmement, elle doit être généralisée à un support ancestral ultime, la télèse, à partir duquel la syntaxe cognitive et son contenu informationnel survient par une rétroaction spécifiante en tant que partie d'un complexe unifié, un couplage récursif d'informations et de méta-informations ou syntaxe transductive. L'information qui peut être comprise comme ces 1 et ces 0 qui sont transmises entre système émetteur et récepteur doit être généralisée bien au-delà de ça. Premièrement, cette notion de système émetteur-récepteur des canaux, ce sont des schémas qui sont virtuels, qui ne correspondent pas à des systèmes qui comprennent un modèle complet de comment ces systèmes émergent à l'intérieur de la réalité. Donc l'information est équipée de ces moyens de traitement de transduction et de transformation. Vu que l'information s'auto-traite et avec le concept également de cognition généralisée, de ce monisme infocognitif, eh bien l'information est comprise toujours avec son double, qui est la cognition qui traite l'information. Donc il n'y a plus la question de savoir, bon, l'information apparaît ici, elle sort ici, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va, on ne sait pas comment elle se modèle à l'intérieur de chaque système. Non, l'information est comprise comme cet ingrédient dualisé à la cognition qui fournit par ces aspects ses capacités de traitement, qui permet aussi la rétroaction télique, qui est le critère pour tout système d'évolution, qui est cet autodéterminisme à l'intérieur du système, par cette rétroaction télique, qui était une condition sine qua non de tout système qui contient une information. Il faut qu'il y ait une information qui s'autodétermine, et donc il faut qu'il y ait cette capacité de modélisation du système. Donc c'est quantum de réflexivité à 2 aspects, l'infocognition. Ensuite, l'information qu'on prenait que comme des 1 et des 0 qui se propagent, des 1 et 0 qui se propagent avec des théories de probabilité qui permettent de mesurer l'information, des chaînes d'informations qui se transmettent avec des séquences de 1 et des 0, ben ça on le comprend, non pas comme quelque chose qui reflète simplement des 1 et des 0, mais qui reflète des informations qui contiennent la logique des prédicats, la théorie des modèles, la théorie du langage, la théorie la plus générale, incluant le langage mathématique, métalangage et de grammaire générative. Donc, puisque l'information reflète cette infocognition généralisée, elle reflète l'ensemble de la complexité qu'a la réalité pour que l'information se supporte elle-même. Donc, pour générer une cognition, une syntaxe complexe, eh bien, il y a une information qui est cette information qui reflète l'information actuelle qui est extraite de cette théorie du langage, théorie des mathématiques. Donc, l'ensemble de ces théories qui génèrent une information complexe, en fait, sont reflétées directement. Au lieu d'avoir des 1 et des 0, on a un état d'information qui est cette théorie entière, ce qui permet à l'information de supporter ou d'intégrer une vision très complète de l'univers. Donc on peut traiter une théorie dans son entier, parce que la théorie dans son entier devient une information qu'on peut reconnaître, ensuite traiter. Voilà, c'est la proposition de Langan, parce que l'information attribue des prédicats organisés sur le plan linguistique à des objets dans le contexte des modèles. Les prédicats, les langages, les modèles, etc. sont impliqués dans la vision de ce qu'est une information. Moi, ce que je comprends, c'est qu'une théorie dans son entier, ou une assertion qui vient de la logique des prédicats, peut devenir une information en elle-même, en tant que telle. C'est-à-dire, c'est pas des 1 et des 0 qui reflètent cette information. L'assertion prédicative, tous les hommes sont mortels, ça devient une information en elle-même, qui ne se catégorise pas en 1 et 0, qui reflèterait la vraie information qu'il y aurait derrière. Le prédicat tous les hommes sont mortels serait une information en soi. Dire cet objet correspond à ce modèle. Le modèle est également une information qui fait partie de l'économie de l'information qui est attribuée, ou l'économie des syntaxes qui vont connaître cette information. Imaginons qu'on modélise le système solaire avec un certain modèle physique, ou un certain modèle géométrique et physique des différents composants. Eh bien, cet ensemble-là, c'est une information au même titre que 1 ou 0 est une information.
ce modèle-là et un autre modèle, ça devient deux informations directement au lieu d'avoir des 1 et des 0. Ce modèle-là est une information en soi. L'ensemble des explications de la théorie des modèles sont autant d'alphabets que reflètent directement la théorie des informations. Et donc, on peut reconnaître directement cette information et donc reprendre sa structure en la lisant directement en tant qu'information qui est intégrée à l'intérieur du système. C'est comme s'il y avait une lettre d'alphabet qui correspondait à ça et directement, c'est une information qui est inclue dans la théorie de la réalité. On peut générer avec notre esprit cette information qui devient unifiée comme cette information reflétant un domaine particulier, la théorie des modèles. De même, l'information mathématique, voilà, une équation de droite, etc., ce serait pas simplement des 1 et des 0 dans la théorie de l'information, mais ce serait directement une théorie des langages mathématiques qui donne un alphabet de caractères directement inclus à l'intérieur de la théorie de la réalité. C'est ce que propose Langan, c'est de considérer que l'information, ce n'est pas simplement quelque chose qui est séquentialisé, etc., qui serait réduit à un canal particulier de production d'informations, de transmission d'informations, mais ce serait quelque chose qui serait inclus à l'intérieur de la réalité. On peut avoir une syntaxe cognitive, une syntaxe linguistique qui reconnaît l'information, et l'information est directement cet ensemble organisé de composants de prédicats qui peut être décrit avec des théories très générales, le type la théorie du langage, la théorie des modèles. Ça, c'est le deuxième point avec lequel le concept d'information est étendu, avec en plus, donc premier point qui était que l'information devient auto-traductive, donc infocognitive. Et donc le troisième point, c'est cette génération de l'information à ce médium ontique général, la télèse, qui explique ce couplage entre syntaxe cognitive et information, avec une rétroaction spécifiante, donc cette rétroaction télique qui fournit la source, la raison logique derrière cette émergence d'information et de cognition qui accepte ou qui traite cette information. Cette télèse devient cette réduction générale sous le concept d'information. L'information qu'on sait que c'était couplé avec la cognition, maintenant on l'a fait même émerger de cette télèse qui consolide la théorie de la réalité autour de l'information qui maintenant devient absolument définie, capable d'être ce deuxième aspect du monisme infocognitif, puisque il a cette capacité de traitement qui explique l'existence de systèmes qui produisent l'information. C'est l'information elle-même qui a ces capacités de traitement. L'information qui n'émerge pas que comme une réduction qui ignore l'ensemble des structures de la théorie de la réalité, mais qui reflète directement l'ensemble des manières qu'on a de spécifier le réel, des prédicats, des modèles, théorie de langage, et donc information qui émerge de cette télèse qui couple l'information et la méta-information. Méta-information, c'est cette syntaxe qui traite l'information. Donc il faut qu'il y ait cette rétroaction télique pour qu'il y ait cet autodéterminisme. Il doit y avoir ce médium maximalement expressif qui couple à la fois la cognition et l'information. Et dans la théorie de la réduction, on ne peut pas juste s'arrêter à l'information d'un côté et la cognition de l'autre qui serait comme deux marionnettes qui n'ont aucun lien. Non, il faut qu'il y ait une seule marionnette qui s'exprime à la fois en termes d'information et d'état-information, en termes d'information et de cognition. Et donc, c'est cette syntaxe transductive qui émerge de la télèse qui rénove en dernier lieu ce concept d'information pour le CTMU. Ce réoutillage est réalisé en associant des informations à des opérateurs syntactiques réflexifs, unités d'infocognition cohérente, dans une structure linguistique réflexive, le Self-Configuring Self-Processing Language, SC-SPL. En français, langage autoconfigurant, autotraitant, qui intègre son propre modèle et est donc identique à son univers. Le SC-SPL évolue par conspansion, contraction matérielle quoi expansion spatiale, une alternance grammaticale structurée entre une phase de sortie linguistique, réalité classique, constituée des états observables ou relations externes d'opérateurs syntactiques, et une phase de production qui transforme un état en autre. Cette information, elle est intégrée à la théorie de la réalité en les attachant à ces opérateurs syntactiques réflexifs, opérateurs qui reflètent les niveaux de cohérence, de pouvoir, de portée qu'on avait exhibés, global, agentif, subordonné. Ces opérateurs syntactifs vont porter l'information. L'évolution du système se fait par conspansion. Donc, cette information qui s'auto-traite, c'est pas juste quelque chose qui s'échapperait d'un coup, qui divergerait instantanément en s'auto-traitant de manière absolument instantanée, mais il y a une phase de sortie qui serait la phase classique, réalité classique qui est décrite en physique, disons, avec les états observables entre les différents opérateurs syntactiques qui portent l'information, et une phase de production qui est une phase de reconfiguration du système dans lequel des éléments de la télèse vont s'accrocher à la réalité en tant que configuration par rétroaction télique des états syntaxes en accord avec les syntaxes globales distribuées et en accord avec la participation des différents composants de l'univers à la théorie de la réalité, puisque le langage qui comprendrait cette information autotraductive intégrerait son propre modèle et donc identique à son univers, c'est-à-dire que le modèle apporté par une composante de la réalité, tel qu'un agent ou une particule subordonnée, ça fait partie de la théorie du modèle général de l'univers. Le système est réflexif et donc chaque composant de l'univers participe à la définition du modèle général qui décrit le langage. Donc la théorie reflète l'ensemble de l'univers, donc c'est une théorie distribuée
sur l'ensemble de l'univers, qui définit des composantes en partie localement. Chaque composante participe à la définition de ce langage, de l'état de ce langage, autoconfigurant, autotraitant. Donc il y a une configuration distribuée de ce langage STSPL, distribué sur l'intégralité du système. Le langage devient identique à l'univers avec chaque point du système qui participe à la définition de ce langage. Chaque point est un opérateur syntactique, chaque point participe de ce monisme infocognitif. Donc il définit avec la portée particulière que chaque système a dans le langage. Le sous-système définit une partie de ce langage général qui se configure lui-même, qui se traite lui-même. Et dans ces phases de production, chaque système, en fonction de son niveau de complexité, en fonction de son pouvoir, donc si agentif, il participerait réellement à la configuration du langage. Si c'est un opérateur syntactique subordonné, eh bien, il ne participerait pas à la phase de production, mais il participerait à la phase de sortie linguistique. Donc, ce serait une sortie qui serait partagée entre différents producteurs qui seront les opérateurs syntactiques avec des capacités agentives ou globales. Et donc, c'est dans ce système d'autoconfiguration et d'autotraitement que cette information prend sens avec des phases de sortie et de production qui donne à chaque opérateur syntactique le rôle à la fois d'information et de méta-information, de syntaxe qui traite le système à l'intérieur de lui-même par lui-même. Chaque système participe à la définition de ce Self-Configuring Self-Processing Language et donc ce langage auto-configurant auto-traitant devient ce qui donne la structure à l'ensemble de cette information autotraitante qui permet à ce concept d'information de s'intégrer dans un système global qui autorise cette information autotraitante à interagir et émerger, à réaliser cette rétroaction télique qui permet l'autodéterminisme du système initial, qui permet la création du système. On attache également cette information généralisée à la théorie globale qui permet à cette information généralisée d'être générée dans la théorie de la réalité, d'être ce qui supporte ensuite l'évolution de cette théorie de la réalité. Ceci étant dit, il existe un sens dans lequel le monisme infocognitif est bien d'accord avec la thèse selon laquelle les bits sont des descripteurs universels de la réalité. Comme les valeurs de bits 1 et 0 sont analogues aux valeurs de vérité de la logique à deux valeurs, le fait que la réalité perceptuelle soit décrite par la logique à deux valeurs implique qu'elle peut être décrite en termes de bits. Cependant, si la réalité au sens large est définie par sa pertinence par rapport à la réalité perceptuelle au sens relativiste, elle ne consiste pas uniquement en une réalité perceptuelle seule. Donc les 1 et 0 n'étaient pas si restrictifs que ça, puisqu'ils s'appliquent à l'ensemble de la réalité perceptuelle. Lorsqu'on a une perception particulière, lorsqu'on veut traduire ce qui se passe dans la phase de sortie linguistique de la réalité classique, lorsqu'on veut observer un état, eh bien, on peut définir cet état comme une observation d'une logique à deux valeurs. Cette situation est le cas ou non, 1 ou 0, et donc cette notion d'information avec des 1 et des 0 n'était pas séductive puisqu'elle reflétait la réalité perceptuelle. Mais si on veut refléter l'ensemble de la réalité, donc pas seulement la réalité perceptuelle, mais également la réalité en tant qu'un système qui se soutient, qui se donne des raisons d'être, qui se donne des explications, qui est une phase de production. Le fait qu'on étende l'information avec cette information qui reflète la logique des prédicats, la théorie des modèles, la théorie du langage, ça permet à l'infocognition d'être ce médium général qui permet l'explication non pas simplement de la réalité perceptuelle, d'une validation, pas de l'observation d'un état particulier, mais de définition du langage, du modèle, etc., comme information à l'intérieur de la réalité qui autorise l'évolution de la réalité avec ce phénomène de conspension qui permet de passer d'une phase de sortie à une phase de production en fonction de l'ensemble de l'information qui est distribuée à l'intérieur du système, information qui n'est pas simplement à deux valeurs, mais qui est aussi une information sur l'existence de prédicats, de modèles qui s'appliquent à l'intérieur du système dans son ensemble et qui permet à la réalité d'être ce langage autoconfigurant, autotraitant, parce que c'est cette information qui supporte l'intégralité et la complexité de la réalité et qui se traite elle-même. C'est cette information-là qui fait émerger la réalité perceptuelle comme une réalité à deux valeurs dans laquelle les systèmes à l'intérieur de la réalité permettent d'identifier oui, non, est-ce qu'une situation est le cas ou non. C'est une sortie du système, ce n'est pas la façon qu'a le système de définir l'information à l'intérieur de lui-même. Il définit une information qui permet l'ensemble de cette définition des phases de production et phases linguistiques d'une façon qui dépasse les simples de valeurs dans lesquelles on définit l'information selon la théorie classique de Shannon.